Bonjour et bienvenue à tous à cette discussion sur ce que les anglophones doivent savoir sur la philanthropie en Afrique de l'Ouest francophone. Je m'appelle Charlotte Kilpatrick et je suis rédactrice numérique pour le magazine Alliance. Aujourd'hui, il s'agit du tout premier webinaire d'Alliance qui n'est pas en anglais et nous sommes absolument ravis d'être ici pour en discuter aujourd'hui avec tous. Également, je suis ravie d'accueillir certaines des personnes et des organisations qui travaillent sans relâche dans ce domaine. Avec moi aujourd'hui, j'ai Rose Maruru, cofondateur et PDG de Epic Africa. Et tout à l'heure, nous serons rejoints par Brima Sall, directeur général à Trust Africa, et Jim Chick Fumonjong, responsable des connaissances à West Africa Civil Society Institute. Quelques points avant de commencer. Il s'agit d'un webinaire en français. Pour sélectionner la langue d'interprétation de votre choix, cliquez sur l'icône de cercle de la Terre en bas de votre écran. L'option Audio original est celle-ci. Sinon, vous pouvez choisir l'anglais pour entendre l'interprète en direct. Il y a deux façons de participer au webinaire aujourd'hui. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous présenter à l'aide de la fonction Chat en bas de votre écran. Vous devrez pouvoir voir une petite boule de dialogue. Vous pouvez également utiliser ce chat si vous rencontrez des problèmes avec votre audio ou votre vidéo. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider si vous en avez besoin. Vous pouvez également poser des questions à nos panélistes à tout moment en utilisant les questions-réponses de Slido sur le côté droite de votre écran. En plus de poser la vôtre, vous pourriez également voter pour celle des autres si vous souhaitez que cette question soit posée. Nous garderons un œil sur cela tout au long du webinaire et sélectionnerons les questions à poser à Jim, à Brima ou Rose. Si vous le souhaitez, en bas à gauche de votre écran, vous verrez un bouton CC. Cela permet le sous-titrage en anglais et dans plusieurs autres langues. Nous vous encourageons à utiliser si nécessaire. D'abord, je commence avec les introductions à Rose. Oh, je vois que Brima est là. Bonjour, Je suis Brima. là depuis tout à l'heure, mais la caméra Oh, ne marche pas. bonjour, bienvenue, bienvenue. Bonjour. Alors, Brima, je commence avec vous. J'ai un petit dialogue sur vous ici. Brima est le directeur général de Trust Africa, une fondation panafricaine et un groupe de réflexion qui cherche à faire progresser la gouvernance démocratique, le développement équitable et la philanthropie africaine. Il est le secrétaire exécutif sortant du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, un poste qu'il a occupé d'avril 2009 à juin 2017. Il a également, dans le passé, occupé des postes de direction dans d'autres institutions, notamment en tant que chercheur principal au Nordic Africa Institute d'Uppsala en Suède, entre 2001 et 2004, et directeur du Centre pour la promotion des associations villageoises d'épargne et du crédit du ministre gambien de l'Agriculture. D'accord. Vraiment, je commence avec vous. Première question. Alors, quand on... Je l'ai noté ici, mais ça m'échappe. Alors, que signifie pour vous la philanthropie décoloniale dans un contexte ouest-africain francophone? D'abord, bonjour à tous, bonjour à mes chers copanélistes et bonjour à vous, Madame la modératrice, et à tous les participants à ce webinaire.
Et je vous présente toutes mes excuses pour la caméra qui m'a fait faux bond. Je devais pouvoir montrer mon visage, mais la technologie m'a faussé compagnie à la dernière minute. Et je vous présente mes excuses à tous pour ça. Je pense que la philanthropie décoloniale dans le contexte d'Afrique de l'Ouest est une question qui est au centre de tous les débats actuellement. Il faudrait, dans un premier temps, il faudrait absolument que la philanthropie soit comment dire, en phase avec les problèmes locaux, les préoccupations locales. Il faudrait que la philanthropie s'inscrive dans un agenda local des réponses à des préoccupations locales et des préoccupations de transformation et de développement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la philanthropie décoloniale devrait être aussi animée par une volonté d'autonomie et par également une volonté de renforcer les capacités des acteurs ouest-africains, des acteurs des communautés et des acteurs de la région à répondre aux défis auxquels nos sociétés font face. Donc, c'est une philanthropie qui est inscrite complètement dans un agenda de transformation locale qui cherche à renforcer la capacité des acteurs locaux à répondre à leurs propres problèmes. Et troisième chose, il faudrait que ce soit donc une philanthropie qui s'inscrive donc dans les problématiques du moment. Et les problématiques en ce moment, c'est des problématiques de souveraineté, des problématiques de paix, souveraineté alimentaire, souveraineté économique, même souveraineté politique dans une certaine mesure. Et il faudrait que la philanthropie, évidemment, puisse traiter de ces questions-là, les questions de paix, les questions de souveraineté, de sécurité alimentaire, d'emploi, toutes les préoccupations locales. Et enfin, je pense que la philanthropie devrait entretenir des relations avec les communautés qui n'est pas une relation principalement de pouvoir. Autrement dit, il faudrait corriger certaines des difficultés que nous avons avec la philanthropie globale qui vient avec beaucoup de pouvoir et qui s'inscrit dans le court terme et qui véhicule des rapports de pouvoir qui ne permettent pas de se libérer. Dernière chose, dans tout ça là, il faudrait que la philanthropie décoloniale interroge les narratifs par rapport à la philanthropie, par rapport aux pratiques des dons et qu'elle fasse voir la richesse justement de la philanthropie locale et des formes de solidarité qui existent, qui font partie un petit peu de nos ADN. La philanthropie, ce n'est pas un terme qui est utilisé beaucoup. Je fais référence à un article de Halima Mohamed et Catherine Mwenda dans un article récent où ils disent qu'on n'utilise pas beaucoup le terme philanthropie en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de manière générale, mais en fait, la pratique de la philanthropie, la culture de solidarité, de dons, de réciprocité, fait partie en fait de nos réalités culturelles et sociales et de notre vécu. Et donc, il faudrait que quand on parle de philanthropie, qu'on ne fasse pas penser seulement à ce qui vient de l'extérieur, mais que l'on fasse penser à toutes les manières dans lesquelles les Africains s'entraident avec tout ce qu'ils ont, le partage, etc. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Voilà, désolé. Merci, Ibrahim, pour vos pensées. Je voudrais rajouter à tout le monde de faites-nous savoir dans la chat qui vous êtes et d'où vous vous connectez. Et je veux faire une petite introduction à Jim. Bonjour, Jim. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui, Jim, bonjour, bonjour. J'ai une petite introduction pour vous. Jim est camerounais et occupe actuellement le poste de chef de l'unité de gestion des connaissances et de communication à l'Institut de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Il a rejoint l'Institut en mai 2018
Il a contribué à la recherche sur la philanthropie locale, l'agenda de localisation, la décolonialisation de l'aide parmi d'autres thèmes visant à documenter les preuves de la dynamique du pouvoir au sein de l'architecture de l'aide mondiale. Et aussi, je veux rajouter que Jim était le MC à Shift the Power à Bogota ce décembre passé. Il était excellent. Donc, Jim, je veux poser la même question à vous. Qu'est-ce que c'est la décolonialisation dans un contexte de l'Afrique occidentale francophone pour vous? Merci beaucoup et bonjour à tout le monde et aussi bonjour à tous les copanélistes. Et je m'excuse aussi parce que mon vidéo ne s'affiche pas. Par rapport à ce sujet, c'est tellement important et la décolonisation de la philanthropie en Afrique de l'Ouest, surtout dans nos pays francophones, c'est une philanthropie qui respecte, en fait, qui complémente les actions des acteurs qui œuvrent déjà dans le domaine de la philanthropie ou dans le domaine du développement dans nos différents pays ou dans nos différentes communautés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette philanthropie, ce n'est pas un outil qui dicte ou un instrument qui est utilisé pour dicter la trajectoire des actions du développement, mais plutôt un outil qui complémente, qui est comme qui ajoute un peu de valeur sur ce qui existe, sur ce que les acteurs qui sont dans ces pays, qui sont dans ces pays, ces communautés, ont défini comme leur trajectoire du développement. Donc, quand ils ont défini leur trajectoire du développement, cette philanthropie qui vient pour complémenter, pour appuyer, pour être comme un ingrédient du développement sur la voie qui a été déterminée par les peuples. Comme ils veulent, cela est considéré comme une philanthropie décolonisée. Merci beaucoup. Merci, Jim, pour vos pensées aussi. Et je dois rajouter encore, si vous avez des questions pour nos panélistes, nous passerons à une séance de questions-réponses avec eux dans la dernière moitié du webinaire. Nous chercherons à traverser autant que possible avant la fin. Alors, et maintenant, je dois introduire Rose. J'ai une petite introduction pour vous également. Rose Maruru, désolé Rose si j'ai mal prononcé ça. Rose apporte à EPIC Africa près de 30 ans d'expertise en matière de développement mondial. Son travail se concentre sur le renforcement de la société civile et de la philanthropie africaine par les biais d'initiatives basées sur des données. Sous sa direction, EPIC Africa a lancé la plateforme des OSC africaines qui a enregistré plus de 3000 organisations de 47 pays au cours de sa première année d'existence. Les recherches de Rose ont révélé des éléments essentiels, notamment l'importance des dons individuels en Afrique et les défis auxquels sont confrontés les OSC, tels que le financement limité et les courtes périodes de subvention. Elle siège au conseil d'administration de la Firelight Foundation, de Giving Tuesday et de The Accelerator Project. Hello, Rose, and welcome. J'ai une question pour vous également. Rose va parler. Bonjour. Question pour vous. Chaque culture a une compréhension différente du don. Que veut dire les Ouest-Africains lorsqu'ils parlent de la philanthropie? Donc, ça veut dire, qu'est-ce que c'est la philanthropie dans un contexte pour vous d'Afrique de l'Ouest? Merci.
Thank you, Charlotte, and good morning, everyone. I'm really glad to be here. I think this is such an important and interesting question, and really happy to share from our experience at EPIC Africa and before, sort of what I think, we understand in this region about philanthropy. So I think there's, and maybe we don't want to dwell too much on that, but just the notion of what philanthropy is, the word itself can sometimes be problematic. I think in this region, or much of Africa really, we tend to think of giving, generosity, solidarity, and that sort of thing. Philanthropy tends to connote sort of what we see as a model, mostly from the West, are organizations called foundations that fund different organizations or wealthy people who fund projects. But really, the giving and the generosity, if we're to broaden that sort of conception of philanthropy, is a human value, and is very well and alive and very vibrant in this region. And the second thing maybe to note also is that the giving or the generosity is not always or only in terms of money, which is also sort of a connotation of the more formal philanthropy, but it comes in terms of giving time, giving talent, giving items, providing space for people, taking care of others. So it's a broad concept. So for me, the first thing that I would say as we think about now the more kind of formalized, which we are seeing emerging in the region, formalized philanthropy or philanthropy from global actors like private foundations coming into the continent or operating in this region. For me, I think it's really like three things. That one, this is not a blank space. There's a lot going on. There's a lot of agency. I think Africans in this region and elsewhere, really, I think our contribution to our own development, surpasses any contributions from any other source. But these local contributions are not visible, they're not measured, they're ignored and really marginalized. So this conception of, there's this external sort of help or helpers that are coming to help us is really skewed. So one of the things that we're doing at EPIC Africa is really trying to bring light to actually what is going on the ground, what exists, because there's something that exists, a lot that exists. And what we are finding from some of our recent research, for example, is that Africans are not just funding, and here I mean just ordinary, regular individuals like myself and others, are not just funding family and funding, my local mosque or my local church, that kind of, giving, but they're actually also giving to development organizations that are working on human rights, organizations that are working on advocacy. So I think for me, the first thing is to really understand what is actually happening on the ground. We know from lived experience, and we have many stories to tell about how this giving takes place, but data, hard data, quantitative data of actually what's happening is still lacking. And I think that's an area that philanthropy, particularly the more formalized external philanthropy coming into this space, I think one of the big contributions that it can make is to help bring light to actually shed light on what is happening. And number two, that understanding of what is happening then will allow for foreign philanthropy to meet people where they are, to meet us where we are, and how to support what we are already doing, rather than coming with an already defined agenda that this is what we're going to fund, this is what we think are the issues, but to come and support what's already happening on the ground. So the whole idea of then building or helping to build a strong ecosystem or an infrastructure that can support what's already happening, I think for me is where I see sort of as the future of
or where the future support should be focused. Super, merci beaucoup, Rose. Ebrima et Jim, avez-vous quelque chose à rajouter à Rose? Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que Rose disait. Mais d'abord, une clarification. On parle de francophone, anglophone, même, on peut parler même de lusophone en Afrique de l'Ouest. Et ça, je pense que ce n'est pertinent que par rapport à la philanthropie institutionnelle. D'accord? La philanthropie traditionnelle, la philanthropie qui est dans le vécu de la masse des Africains, des habitants de ces régions-là, est à peu près la même dans les pays anglophones aussi que dans le pays francophone. C'est la même chose. Hein, les populations ont vécu ce sont les mêmes cultures, les mêmes langues, les mêmes expériences, le même contexte, le même environnement. Hein. Donc là, et de ce point de vue-là, ce que Rose dit est tout à fait vrai. C'est une culture et un vécu de partage et de solidarité. On partage ce que l'on a. Hein. On n'attend pas d'avoir pour donner, et ce qui fait que tout le monde est potentiellement philanthrope. Tout le monde est potentiellement philanthrope. Tout le monde peut donner quelque chose. Son temps, son talent, son expérience, son argent, et ses réseaux, ses ressources, etc. Et en même temps aussi, tout le monde est potentiellement récipiendaire de quelque chose. Et donc, on trouve un système où, comment dire là, en fait, on est en train de parler vraiment de ce qui tient la société ensemble. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des influences justement à partir de l'expérience coloniale, franco-français, anglais, portugaise, hein, mais également à partir des rapports ancestraux qui existent avec l'Orient et les pays arabes. Il y a une forte influence arabe et musulmane dans les pratiques philanthropiques, comme une forte influence chrétienne dans les pratiques philanthropiques. La philanthropie à base religieuse est très importante. Donc, si on devait même faire une différence, on devrait parler de ce qui se passe au niveau de l'élite, et même en sachant qu'au niveau de cette élite-là, elle est plurielle, elle est diversifiée. C'est l'élite orophone, comme on dit, comme l'élite non orophone. Et je voudrais dire que pour ce qui est de la philanthropie institutionnelle elle-même, il y a une forme qui commence à être généralisée, c'est la forme institutionnelle fondation. Fondation. Et ça, le cadre juridique qui est très rigide dans les pays francophones, hein, mais un peu plus souple ailleurs. Mais le cadre juridique tend à pousser les gens qui veulent créer des institutions modernes, philanthropiques, à adopter la forme fondation. Hein. Et même si, et ils s'appellent toutes fondations, même si en fait, en réalité, ce sont des ONG locales, ONG internationales qui font ça. Mais parce que obtenir le statut de fondation à proprement parler, c'est très, très difficile dans certains pays pour plusieurs raisons juridiques, fiscales, etc. Voilà. Mais il y a une universalisation de la forme fondation qui fait que même les instituts formistes religieuses, les philanthropies religieuses, adoptent la forme fondation. Je peux citer Touba Tchakanam au Sénégal ou Fondation Medina Baye au Sénégal. Ce sont des fondations religieuses qui adoptent la forme juridique fondation parce que c'est ce que le cadre institutionnel permet. Et là, il y a tout un travail à faire. Je pense que le genre de travail que Epic Africa fait, comme l'étude que Trust Africa et Giving Tuesday ont fait sur les formes des pratiques de dons qui existent dans les cultures africaines, devrait nous amener à être plus imaginatifs par rapport au type institutionnel qu'il faut mettre en place, qui colle mieux dans certains cas avec les pratiques philanthropiques, qui leur permettraient d'ailleurs de s'épanouir davantage et d'être plus performantes. Merci, Ebrima. Jim, avez-vous quelque chose à ajouter là? Non, merci. Je pense que Rose et Ebrima ont bien élaboré sur le sujet. Merci. Super. Dans ce cas, Jim, j'ai une question pour vous. Que
doivent comprendre les organismes de financement anglophones à propos de la philanthropie francophone en Afrique de l'Ouest. Brima vient de parler quand on parle de philanthropie, pour la plupart, on parle de philanthropie institutionnelle. Avez-vous l'impression, comment je peux dire ça, que philanthropie institutionnelle oublie la philanthropie en Afrique occidentale francophone? C'est-à-dire que trouvez-vous que la langue fait une barrière pour la philanthropie institutionnelle? En fait, certainement, la langue constitue une barrière parce que d'après notre travail, quand on interagit avec beaucoup des organisations, des acteurs dans différents pays, surtout les pays francophones, nous constatons qu'ils décrivent le fait que plusieurs demandes sont partagées en langue anglaise et quelques parmi ces demandes de propositions, par exemple, oblige que les propositions qui doivent être soumissionnées sont soumissionnées en langue anglaise, qui constitue déjà une barrière. Donc, certainement, la langue constitue une barrière. Mais en termes de ce que les acteurs de la philanthropie institutionnelle occidentaux doivent prendre en compte quand ils interagissent, quand ils cherchent un moyen d'accompagner les différents acteurs dans notre sous-région, surtout dans les pays francophones, je pense qu'une des premières choses qu'ils doivent prendre en compte, c'est d'avoir un esprit ouvert à apprendre. Qu'est-ce qui se passe dans notre sous-région? Et Brima a déjà parlé du fait que les actions coloniales, nos ancêtres ont déjà eu un impact sur la manière dont la philanthropie se pratique dans notre sous-région, surtout dans quelques pays ou dans les pays francophones aussi. Donc, il va falloir que ces acteurs institutionnels, ils apprennent qu'est-ce qui existe déjà sur le terrain, quelles sont ces pratiques, quelles sont nos préférences, quelles sont nos habitudes, quelles sont ces cultures qui influencent notre perception de la philanthropie et nos manières de faire quand il s'agit de la philanthropie. Et je pense que les recherches qui ont été menées ou qui sont en train d'être menées par les institutions comme EPIC Africa, comme WAXI, comme Trust Africa, sont quelques fondations qu'ils peuvent utiliser pour apprendre mieux sur ce qui se passe. Après avoir appris toutes ces différentes leçons qui existent, je pense aussi c'est d'écouter. Merci, Dieu. Ce que nous voulons, oui, allô? Oui, oui, on l'entend, c'est bien. Oui, ce que nous voulons ou comment nous souhaitons que la philanthropie s'exerce dans nos contextes, dans nos communautés, dans nos pays. Parce que c'est en prenant en compte nos avis comme avis primaires qui influencent leur action que ça va faire en sorte que leur bonne volonté d'avancer un agenda du développement doit être accompagné ou doit être un appui bien reçu sans les perceptions de restreintes ou sans les convictions de restreintes de nos côtés. Donc, je pense que c'est quelques considérations qui doivent être prises en compte. Et aussi, il y a déjà les institutions capables dans nos sous-régions qui peuvent aussi être devant, vous voyez, en premier lieu, quand il s'agit d'avancer une agenda de la philanthropie. Il y a Trust Africa, par exemple. Donc, je pense qu'une collaboration étroite avec ces institutions qui existent dans nos pays, dans nos communautés, dans nos
région est très capitale et indispensable pour s'assurer qu'il y a ou qu'il y ait une collaboration sans, disons, les contraintes, sans les barrières, sans les perceptions inutiles qui n'avancent pas un agenda que nous tous, nous travaillons avec un esprit ou avec une intention d'avancer. Merci beaucoup. Merci, Jim. Merci beaucoup. Un petit rappel que vous pouvez écrire vos questions en bas d'écran, en Slido, quand on passera tout à l'heure Q&A. Rose, une question pour vous. Quels sont des principaux thèmes ou tendances dans la philanthropie ouest-africaine que vous observez maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe que dit, oh, wow, ça c'est nouveau? Yeah, thank you. Indeed, I mean, the space is dynamic, and just two of the things that I think we are observing is obviously the involvement of young people in philanthropy and giving, which should not be surprising because I think, is it like 3/4 of our population is under 35 years old? So obviously it makes sense that there will be, but there's also kind of an emergence or growing trend towards, adopting new tools, especially technology, and therefore maybe it's not surprising it's the young people who are leading in that. So crowdfunding and just sort of all kinds of initiatives that young people are involved in. And they're not organizing the way, traditional NGOs or civil society organizations are organized. Oftentimes, organizations led by young people are not registered because in this region, and this may be something that Ibrahima touched on, the whole legal and regulatory environment is very disenabling. And young people may not always even know where to start. They don't have the money to pay the various charges that come with registration and that sort of thing. But I think there's a lot of interest there, and a lot of interesting things and innovative things that are coming out of that demographic. We're also seeing a rise of women in philanthropy. I mean, they have always been, so it's not really a rise, but sort of in a more formal kind of institutional form of it. So that's also, I think, exciting, especially the intersection of women, but and youth. So young women, and we're seeing also the issues that are of concern to this demographic. Sometimes a little different than your traditional issues of that funders have tended to focus on. So when it comes to, for example, young women and young girls, the concern is not only around sexual and reproductive health, which is traditionally what many philanthropists who are focusing on women and girls, that tends to be the big topic, right? And what's funded. But they're talking about just their experiences, mental health issues, and climate change, and all the things that are affecting them. And when they look into the future, those are big concerns. So I think there is a difference in terms of the areas of focus and how they're conceptualizing these things. And I think they're not so tied, like I said, to institutional forms. So they're organizing in different ways, movements, oftentimes, again, informal, so this is something to explore, and one that I think is really exciting, and certainly the future. So again, I think for me, the core to then, institutional philanthropy, particularly global philanthropy that's looking to really make a difference in Francophone West Africa, this is one area certainly to look and to think more in terms of long-term and not just, let's find the 3 unicorns that are so great they can do the financial reporting, but let's think of it as the collective, like how do you build the field, right? So that many flowers can bloom and not just the 3 or 5 organizations in Dakar or in Abidjan, but that we're actually
building something where the collective impact will be greater than any one of us organizations can achieve. Super, merci Rose. Brima, avez-vous des pensées dessus, sur les thèmes ou des tendances que vous voyez à ce moment? Oui. Non, je pense qu'ils ont déjà soulevé beaucoup de questions dans l'intervention de Jim et de Rose. Mais je voulais juste ajouter par rapport aux tendances là, qui sont intéressantes hein, dans la région. D'abord, il y a le fait qu'il faut d'abord souligner le dynamisme dont Rose a parlé. Je pense que c'est une communauté diversifiée, extrêmement diversifiée, avec une diversité d'acteurs, de pratiques, etc., et qui évolue très vite, mais qui est très dynamique également, qui est très, très dynamique. Et alors, il y a des niveaux de structuration qui sont différents. Je pense que l'une des grandes différences peut-être entre les pays anglophones comme le Ghana et le reste de l'espace, là, c'est peut-être le niveau de structuration de la communauté philanthropique qui est différent. L'écosystème est plus fragmenté, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'organisation. Et ça commence à apparaître. Et ça change justement. Ils commencent à se regrouper entre eux au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire. On a eu une réunion il n'y a pas très longtemps. Et il y a des conversations en vue de la création d'une association nationale de philanthropie ou des réseaux ou des plateformes qui regrouperaient les institutions philanthropiques, la communauté philanthropique pour la rendre plus soudée. On a vu ça au Nigeria également. Donc, ça change, là. Ça évolue. Mais ça, c'est une nouvelle tendance. Je pense qu'il est intéressant de aussi souligner le fait que nous avons de plus en plus d'artistes et de sportifs de haut niveau qui viennent de la région, qui deviennent des grands philanthropes, qui créent des fondations. Didier Drogba, Sadio Mane, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo. Et ça, c'est des grandes personnalités de la région, vraiment, les gens qui font un travail extraordinaire et qui, professionnellement, ce qui ressemble comme argent, ils réinvestissent ça dans les communautés et ils s'engagent dans la philanthropie d'une manière extraordinaire. Par exemple, Angélique Kidjo, Batonga Foundation, la fondation Batonga, est partie du Bénin. Maintenant, ils sont établis au Sénégal, ils sont établis ailleurs. Et donc, ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant, où on voit les gens qui ont... Et puis, beaucoup de fondations familiales, Kebambaye, Amadou Mahtar Mbow, beaucoup de fondations nouvelles qui émergent. Et fondation communautaire, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de Touba Chakanam ou Fondation Medina et d'autres. Donc, je pense que ça, c'est un dynamisme qui est intéressant. En termes de thématiques, je pense que les questions d'intégration régionale deviennent de plus en plus centrales dans le débat. Qu'est-ce qu'il faut pour aider les organisations de la société civile, aider les entrepreneurs, aider les acteurs justement à transcender les barrières, là, à transcender les frontières pour pouvoir coopérer davantage au niveau national, mais comme au niveau de la sous-région, à travers les barrières linguistiques. Hein. Et il est intéressant de ce point de vue-là de souligner le travail qu'ils font. On a mentionné WAXI, on a mentionné Epic Africa et Trust Africa. Mais il y a également African Women Development Foundation, qui est établi au Ghana, mais qui est dirigé actuellement par une francophone. Donc, il y a un panafricanisme qui existe à ce niveau-là, au niveau de l'écosystème, mais également de l'écosystème d'appui à la philanthropie qui se structure davantage. Donc, je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire de développement. Et enfin, il faut souligner ce que la diaspora fait. La diaspora joue un rôle de plus en plus grand. Et il ramène énormément de ressources, mais il ramène également de l'expertise. Il ramène des idées, il ramène des réseaux, il connecte les communautés à des réseaux internationaux de toutes sortes. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là qu'on devrait observer davantage et qui devraient être accompagnées par des mesures adoptées, appropriées par le privé. Est-ce que je peux vous demander de parler un peu plus lentement? Oui. Désolée. C'est très intéressant, c'est qu'on a deux interprètes qui travaillent dessus. Mes excuses aux interprètes. J'ai tendance quand je suis passionné par ce que je dis. Donc, je disais que il y a énormément de choses qui se font, qui sont intéressantes. Et surtout maintenant, l'engagement de la diaspora africaine qui est dans d'autres pays africains, qui connecte le pays à d'autres pays africains, mais également la diaspora internationale en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs,
et qui sont des vecteurs de modernité, c'est des vecteurs qui ramènent des ressources. Ils appuient les milieux universitaires, par exemple, il y a un diaspora académique universitaire qui participe beaucoup aux travaux et qui se font dans les universités. Et d'une manière vraiment philanthropique, volontaire, quoi, juste pour accompagner ce qui se fait. Et donc, je pense qu'on a un espace là qui, justement, si tout ça était un peu mieux pris en compte par des initiatives telles que la zone africaine de libre-échange, là, ou par la CEDEAO, ou par l'UEMOA et ces espaces-là, on devrait tirer beaucoup plus de bénéfices. Et il faudrait quand même, on parle de la philanthropie dans la région, mais il faut également souligner quand même les appuis que la philanthropie internationale apporte aussi dans la région et qui quelquefois complète et appuie les institutions locales. Hein. On pourrait parler de toutes les fondations, y compris européennes, la Fondation de France, Fondation Kiboden, Hilton, les réseaux tels que Wings ou Global Fund for Community Foundations. Et puis tous les réseaux panafricains aussi qui existent en Afrique de l'Ouest. Hein? African Philanthropy Network, African Philanthropy Forum qui est géré par le Nigeria, African Venture Philanthropy Alliance, ou les institutions de recherche telles que le centre de recherche à Wits University, la CAPSI. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et qui fait qu'on a de l'espoir que le paysage va être de plus en plus intéressant. Super, merci Prima. Maintenant, on va passer à notre séance de Q&A, des questions-réponses. On a quelques questions sur Slido. Première question que je vais poser, je vais le lire en anglais, désolé, nos interprètes. What are the opportunities for philanthropy to build international solidarity for the diaspora of people of African origin? ABSE helps funders build racial equity capacity, and we would like to partner with more funders involved in Africa. Jim, je pose cette question à vous d'abord. Quelles opportunités est-ce que vous voyez? Merci beaucoup. Ça, c'est une question tellement capitale et pertinente. Et une des opportunités que je vois qui peut lier les acteurs de la philanthropie dans l'Occident avec différents acteurs dans notre sous-région, c'est, disons, les associations des anciens élèves. Les associations des anciens élèves. Dans beaucoup de pays, nous voyons une tendance où ces anciens élèves s'organisent dans les associations, soit formelles, soit informelles, pour promouvoir différentes actions de développement. La plupart commencent dans les communautés où ils ont étudié, où leur ancienne école est située, où ils contribuent soit de renouveler ces institutions académiques pour donner les bourses scolaires. Parfois, ils entrent dans la santé pour installer l'eau potable, pour donner les médicaments. Et une des choses qui est importante, c'est qu'ils capitalisent sur les expertises des membres de leur association. Et ces membres dans ces associations ou dans ces groupes sont partout dans le monde. Dans les pays, au Ghana, au Sénégal, au Cameroun, où ils exercent comme les professionnels en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada. Et ils reviennent maintenant pour contribuer non seulement de l'argent, mais aussi leur temps et leur expertise pour s'assurer qu'ils contribuent pour promouvoir, pour avancer un agenda du développement. Donc, je vois que ça, c'est une opportunité clé et on vient de finir une recherche ici au Cameroun pour explorer comment cette opportunité, comment les associations ou les groupements des anciens élèves peuvent être un acteur
capables de promouvoir les agendas du développement et nous avons constaté qu'il y a cette anticipation, qu'ils font déjà mieux, mais il y a une grande opportunité dans ce domaine-là. Et donc, je pense que différentes institutions peuvent voir comment ils capitalisent sur ces associations ou sur ces acteurs qui existent déjà, parce que ça va bénéficier soit ces institutions, soit les communautés dans une manière très, très efficace et pertinente pour adresser les besoins des différentes communautés ou du peuple qui ont les besoins qu'ils ont déjà définis. Merci. Merci, Jim. Merci beaucoup. Rose, je peux poser la même question à vous. Quelles opportunités de philanthropie voyez-vous pour construire solidarité internationale? Is that to me or Ibrima? Oh, to you. Sorry. I'm sorry, I wasn't. No, that's okay. I Ça wasn't va. clear. I think there are many opportunities, short term, long term. I keep going back to this question of just the difficulties or the challenges of, first of all, just figuring like who's there. So who are you connecting with? Where are they? What are they doing? And just kind of the lack of even this sort of basic information. So we know there's a diaspora, but it remains again a very kind of understudied, under-documented phenomenon in terms of what exists out there. But what Jim gave was just one example, but we know that also people get together based on their home city or hometown or home village, and contribute pool resources to send back to that community to build a school, to build a health center, buy an ambulance, all kinds of things. But again, there's some formal diaspora organizations across the world, but many of those formations are actually not like legal formal formations. They're very informal. So just to hark back to, I think again, long-term investment, I think for those that are looking to contribute to the strengthening of philanthropy in this region, I think there's a huge opportunity to do it differently, to do philanthropy differently than elsewhere, where probably the tradition has been longer. And for me, where I see kind of where you can get not immediate returns, but certainly sustainable and long-term change, is really to build the field, to build the ecosystem, so that we have institutions that are dedicated to providing the services, the tools, the information, and the spaces to connect, to network, to meet each other, so that together we can it can become easier, that we don't have these kinds of questions, how can I do this? Because there's somewhere you can actually go and say, oh, these are, if I'm in England or I'm in France, these are the 20, 50, 100 diaspora organization in France for Senegal, but these things won't just happen by themselves. And one analogy I like to give is, when I'm trying to explain, like, what is this ecosystem and why is this so fundamental, is that if you think of the business sector in any country, in this region, it's, I'll give the case of Senegal. We have actually a government set up where that provides our investors, commercial investors, with services. So you can come and I think within 48 hours, you can register your company. They will give you a list of all the top, legal firms that you may want to contact, all the recruitment firms, the banks, the Chamber of Commerce, the Association of Manufacturers. I mean, and there's a lot of intelligence. You can even go online and see the latest report on doing business in Senegal, what you do. But when it comes to the social sector and social impact sector,
we're all driving blind. It's like there's it's not that there's nothing, but there's barely enough information and connections that can help those who are looking to engage with groups, whether it's on the ground here or in the diaspora, to do so easily. So if there's really one area where support would be really useful is to support this ecosystem. Then hopefully in 5-10 years time, we won't be in the same place asking, do you know who's doing this? Do you know that there's enough information to help guide decisions and for people to find who they're looking for and be able to connect to them. Yeah. Super, merci Rose. Nous avons le temps seulement pour une dernière réflexion de tout le monde. Ibrahima, je peux commencer avec vous. Avez-vous des réflexions à nous laisser avec? Et d'abord, je voudrais dire que ça a été important d'organiser cette... Oui, allez. C'est bon? Oui, allez. Ok, voilà. Donc, je dirais que ça a été important d'organiser ce webinaire et je voudrais remercier Alliance de nous avoir donné l'opportunité d'avoir cette conversation et d'y participer. Parce que je pense qu'il faut ça. C'est ça qui permettrait que les gens apprécient mieux. On peut parler de décoloniser la philanthropie, on peut parler de beaucoup de choses. Mais en fait, ça ne peut passer que par une meilleure connaissance et une meilleure appréciation de ce qui existe et de ce qui se fait et de la valeur de chaque contribution, quoi. Hein, puisqu'on est au Sénégal, c'est Senghor qui aimait parler de rendez-vous de donner et de recevoir. Donc, dans le milieu philanthropique, on a beaucoup qu'on peut contribuer dans la conversation globale sur la philanthropie. Mais je pense que effectivement, la question du renforcement de l'écosystème est centrale. Il faut une infrastructure de philanthropie et une infrastructure juridique, etc., adaptée. Mais également, il faut parler aux ressources dont ont besoin les institutions philanthropiques locales. Les ressources, certaines devront venir de l'extérieur, continuer à venir de l'extérieur, des appuis stratégiques au développement du secteur et de la communauté, mais également avec une meilleure organisation en interne là. On a fait une cartographie participative il y a 2 ans avec Wings. Ça permet aux gens de la région de se connaître entre eux, de tisser des liens entre eux. Et donc, cette construction d'une communauté et des communautés philanthropiques au niveau national, au niveau de la région, est très importante, je pense, pour l'avenir de la philanthropie. Parce que ça permet de poser les problèmes ensemble, ça permet de rendre plus visible et mieux apprécier la contribution de la philanthropie au développement, à la survie et à toutes les réponses qu'on apporte à la région. Et je voudrais aussi revenir encore une fois sur les connexions avec la diaspora qui contribuent énormément. Aujourd'hui, parlant des philanthropies qui viennent de l'extérieur, la diaspora contribue à peu près à 100 milliards de dollars par an au niveau du continent africain. Et ça, c'est ce qui est estimé en termes d'argent. Mais on sait que, comme on a dit, la diaspora contribue beaucoup plus que l'argent, quoi. C'est les talents, c'est les technologies qui transfèrent, c'est les réseaux, c'est les connexions, etc. Et ça, c'est aussi bien la diaspora historique, et ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont les Africains américains et les autres, que la diaspora beaucoup plus récente. Et enfin, je pense qu'il faudrait que l'environnement de régulation, là, qu'on y travaille beaucoup pour qu'elle soit beaucoup plus favorable. Il faut se dire que beaucoup d'organisations qui s'appellent fondations dans le pays, en réalité, ce sont des ONG, parce qu'ils ne peuvent pas remplir les critères justement qui leur permettent d'être des fondations à proprement parler, quoi. Donc, le cadre juridique devrait être beaucoup plus favorable, le cadre politique devrait être beaucoup plus incitatif. Il faut qu'il y ait plus d'appui et d'accompagnement à la philanthropie. Et si on doit terminer sur une note, quand on parle d'être... il y a un proverbe wolof qui dit que les solutions de l'être humain sont avec les autres êtres humains. Nit nitay garabam, ok?
C'est-à-dire que il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on s'entraide. C'est là où il y a l'avenir en fait de l'humanité, mais c'est aussi là où il y a l'avenir de cette planète-là. Rappelez-vous que l'article 1er de la charte du Mandé, c'est toute vie est une vie. C'est-à-dire qu'on n'est établit même pas de hiérarchie entre les différents habitants de la planète et tout le monde y a sa place. Et il faudrait que la philanthropie joue un rôle, je pense, moteur dans le fait qu'on apprécie mieux comment on pourrait mieux vivre ensemble pour que tout le monde y trouve son compte. Merci, Ebrima, merci beaucoup. Jim, il ne nous reste que quelques minutes. Avez-vous également une dernière réflexion pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on entend Jim? Rose, sinon je passe à vous. Avez-vous une dernière réflexion après ce que Ebrima a contribué? Well, first of all, thank you for hosting this wonderful conversation, and I hope it's the beginning of many more to come. I completely agree with what Ebrima is saying, and yeah, I don't really have I don't have really much else to add, but maybe just to emphasize that, of course, much as there's dynamism and a lot of local giving, he mentioned a figure from diaspora giving, the remittances, that yes, it's organizations that are working in this space are also need this financial support that that we are always looking for. That's never enough. So one of the things that philanthropy, particularly global philanthropy, can do, of course, is to continue and to increase their support to organizations in this region, despite the perceived difficulties of there seems to be kind of a bias against this region is perceived to be difficult, and we talked about the language barrier, but there are also other barriers, difficulty of different legal and frameworks, etc. But I think it's an exciting space. I think it's a really exciting space. So for me, it's to say, don't fear, come, and there's some of us who are here to provide, whatever guidance or information or assistance that philanthropists who are looking to come to West Africa, particularly Francophone West Africa, their resources. There might be few, but there are resources for organizations here that can help to guide you. Merci beaucoup, Rose. Merci. Et Jim, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Oui. Jim? Oh, bonjour. OK, super. Il est là. Jim, avez-vous une dernière réflexion pour nous aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Je pense que je vais m'appuyer sur la dernière phrase de Rose pour dire que notre sous-région est tellement riche en termes de ressources institutionnelles, ressources académiques, ressources individuelles quand il s'agit de ce sujet de la philanthropie, même si c'est dans les pays francophones ou dans les pays anglophones. Donc, pour tout partenaire qui compte exercer dans ce domaine, dans notre sous-région, il y a ces différentes ressources qui existent déjà, qu'ils peuvent collaborer ou accompagner pour s'assurer qu'ensemble, nous travaillons pour les mêmes causes ou pour la même cause. Donc, c'est juste pour encourager tous ces différents acteurs qui cherchent les entrées pour notre sous-région, pour dire qu'il y a ces différentes opportunités qui peuvent capitaliser sur cela. Et aussi, il y a une recherche que Waxy avait menée l'année passée qui porte sur les perspectives des différents acteurs
dans les pays francophones en Afrique, sur la colonisation d'aide que je vais partager avec vous, Charlotte, pour partager aussi avec tous les participants dans cette discussion, parce que je pense que ça... Oh, pardon, Jim, je pense qu'on a un problème avec le réseau. Merci. Je pense que c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je veux remercier Ebrima, Jim et Rose, nos panélistes excellents, et aussi nos interprètes, Sylvia et Brigitte. Oh, pardon, vous êtes là. Pardon, Jim. Merci. Et un petit rappel que si vous êtes basé en Afrique, on a vous pouvez, on a des abonnements gratuits. Et merci encore à tout le monde et pour vos patience pour notre premier webinaire non anglophone et pour toute réflexion intéressante sur la philanthropie en Afrique occidentale francophone. Merci Ebrima, merci Jim et merci Rose. Merci Charlotte pour la modération. Merci à tous. Content d'avoir partagé le panel avec Jim et Rose. Et merci à tous les participants. Merci. Merci. Bon après-midi tout le monde. Au revoir.